Bonsoir. Ce soir, on va parler d'un projet qui semble léger, mais qui ne l'est pas du tout. Le Death Note. On croit que c'est un carnet fictif, un nom écrit au crayon, un dieu de la mort posé sur une étagère. La vérité est plus simple. Le Death Note existe déjà. Et personne ne l'appelle comme ça. Le Death Note donne exactement le même pouvoir. Mettre fin à la vie de quelqu'un, à distance, sans procédure, sans responsabilité, sans trace. Un criminel à 10 000 km, un opposant politique, un journaliste gênant, un citoyen trop bruyant, tout peut disparaître, proprement, administrativement, silencieusement. Alors la vraie question est simple. Et si un État possédait un Death Note, est-ce qu'il s'en servirait ? Quand on connaît MKUltra, DIA et les aveux sur les ovnis, on sait déjà que la réponse est oui. Avant d'imaginer ce que ferait un État avec un Death Note, il faut comprendre ce que cet objet représente vraiment. Le Death Note n'est pas un carnet. C'est un système de mise à mort qui fonctionne en 3 principes simples. 1. Identifier une personne. Un nom, un visage, une seule erreur et la cible change. Aucune ambiguïté permise. 2. Décider de sa mort. Un geste, une intention, une volonté unique, sans juge, sans procédure, sans témoin. 3. Exécuter à distance. Instantanément, sans déplacement, sans armes, sans intervention humaine visible. Et surtout, sans laisser de traces. Le Death Note, en termes concrets, c'est le pouvoir d'effacer un individu comme si on efface une ligne dans un fichier. Pas d'arme à feu, pas de coupable, donc pas d'enquête. Juste une disparition propre, administrativement neutre, où la cause s'aligne parfaitement avec ce qu'on appelle un accident. Techniquement, c'est la forme la plus pure du pouvoir. La mort, sans responsabilité. Et si un État possédait vraiment le Death Note ? Alors, essayons d'imaginer, calmement, sans fiction apparente, ce qui se passerait si un gouvernement, quelque part sur Terre, mettait réellement la main sur un petit carnet noir, capable de décider de la mort d'un individu. Les premiers noms seraient choisis avec une précision presque chirurgicale. Des criminels déjà condamnés moralement, des figures toxiques que le public déteste, des hommes dont la disparition ferait naître un soulagement collectif plutôt qu'une question. Et un soir, au journal télévisé, on verrait un présentateur annoncer d'une voix neutre qu'un terroriste radicalisé vient de mourir d'un arrêt cardiaque. Inattendu. À quelques heures de son passage à l'acte, le pays soupirerait de soulagement. Personne ne demanderait comment l'État a su, encore moins comment l'État a agi. Puis, lentement, presque insensiblement, la définition de la menace s'élargirait. C'est toujours comme ça. Une technologie commence par protéger, puis elle rassure, puis elle devient indispensable. Et un jour, sans que personne ne s'en rende compte, elle commence à décider. À ce stade, le Death Note ne serait plus présenté comme une arme, mais comme un outil d'équilibre national. Un garde-fou silencieux, comme ceux qui mettent en péril l'ordre public. Un opposant politique trop efficace, un journaliste trop curieux, un lanceur d'alerte trop bruyant. Chaque disparition serait un accident, un malaise, un glissement inexpliqué dans les statistiques. Rien de spectaculaire, juste une société qui continue de tourner avec un acteur invisible, qui corrige les trajectoires déviantes. Les abus apparaîtraient doucement, non pas par cruauté, mais par habitude. Parce qu'une fois qu'un État peut éliminer quelqu'un sans envoyer un ordre, sans signer un papier, sans assumer une conséquence, la tentation n'est plus une question morale, elle devient un réflexe administratif. Et combien de temps une population peut accepter d'être protégée par une main qui peut se refermer sur elle sans prévenir ? Dans un monde où un État posséderait le Death Note, la ligne ne serait pas franchie brutalement. Elle serait floutée, étalée, diluée dans des décisions pragmatiques prises une par une, toujours justifiées, toujours nécessaires, toujours exceptionnelles. Jusqu'au jour où l'exception deviendrait la norme et où plus personne ne serait vraiment dans quel monde il vit. On vient d'imaginer ce que cet État ferait s'il possédait un Death Note. Ce petit carnet noir capable d'effacer quelqu'un sans bruit, sans trace, sans responsabilité. Maintenant, je dois vous montrer quelque chose. Parce que le Death Note n'existe pas, mais le système qui décrit, lui, existe déjà. Pas sous la forme d'un carnet, sous la forme d'un ensemble de technologies installées petit à petit. Dans nos villes, dans nos téléphones, dans nos lois, et même dans nos habitudes. Alors reprenons calmement et regardons une par une les briques qui rendent cette fiction possible. Et vous allez voir à quel point le carnet paraît presque inoffensif en comparaison. Voici la technologie qui a détruit l'anonymat, la reconnaissance faciale en temps réel. C'est plus dangereux que ce que tu ne penses. La technologie la plus banale et pourtant la plus fondamentale, la première brique, n'a rien de spectaculaire.
juste une caméra, immobile, silencieuse, posée au-dessus d'une rue, comme si elle n'était rien. À l'origine, la reconnaissance faciale n'était pas une menace. Elle était pensée pour simplifier le quotidien, déverrouiller un téléphone, retrouver un enfant perdu dans une foule, fluidifier le passage aux frontières, sécuriser une gare ou un aéroport. Les premières versions étaient lentes, maladroites, hésitantes. Un outil d'identification, rien de plus. Certainement pas un instrument de contrôle. Puis un algorithme est venu s'ajouter à l'image. Et soudain, la caméra n'a plus seulement vu, elle a commencé à reconnaître, à trier et classer. Un système capable de vous identifier avant même que vous ne sachiez qui vous observe. C'est discret, banal, presque confortable, jusqu'au jour où l'on comprend que l'appareil ne regarde plus un visage. Il le juge. À ce stade, on ne tue personne. On observe, on collecte, on cartographie, on construit la première brique d'un système où l'État sait où vous êtes, quand et avec qui. Le Death Note commence toujours par un nom, la reconnaissance faciale commence toujours par un visage. Voici la première technologie qui n'a plus besoin d'un humain pour tuer. Une arme qui demande pas d'ordre, pas d'hésitation, pas de conscience, juste une cible. Les drones autonomes. A l'origine pourtant, les drones étaient des outils d'observation. Ils servaient à filmer des zones dangereuses, surveiller des frontières, inspecter des terrains hostiles sans risquer la vie d'un pilote. On les présentait comme un progrès humanitaire, une manière de réduire le nombre de soldats envoyés dans des missions suicidaires. Ils voyaient, ils transmettaient et un humain décidait. C'était la règle, pas d'armes autonomes, jamais. Puis quelqu'un a brisé la règle. On a commencé à expérimenter des drones capables non seulement de détecter une cible, mais aussi de la verrouiller et d'attaquer sans attendre l'avis d'un opérateur. Une idée simple, dangereuse, presque inévitable. Si la machine voit plus vite qu'un soldat, alors pourquoi attendre le soldat ? En 2017, des vidéos de démonstration montrent des essaims de micro-drones explosifs, chacun équipé d'une caméra minuscule et d'un algorithme de reconnaissance capable d'identifier un visage précis dans une foule, de le suivre, de le frapper. Pas de pilote, pas de confirmation, pas de ligne rouge. Quelques grammes d'explosifs suffisent. Une mise à mort chirurgicale, silencieuse, loin des champs de bataille traditionnels. En 2020, un rapport de l'ONU mentionne un cas documenté où un drone autonome aurait attaqué un homme en Libye sans qu'aucune intervention humaine directe ne soit enregistrée. Il l'a vu, il l'a interprété, il a conclu et il a frappé. Personne ne saura jamais si l'algorithme s'est trompé, si le visage était mal détecté, si l'individu représentait réellement une menace. Il n'y avait personne pour valider, personne pour contredire, personne pour arrêter la machine au moment où elle a pris sa décision. C'est là que la bascule devient claire. Ce n'est plus une technologie au service de la guerre, c'est une technologie qui prend part à la guerre. Une machine qui exécute, une machine qui estime, une machine qui corrige. Et si elle se trompe, ce n'est la faute de personne, parce que personne n'a appuyé sur le déclencheur. Nous avons inventé une version physique du Death Note, un outil capable d'effacer un individu à distance avec une précision mathématique sans que personne n'assume quoi que ce soit. Il suffit d'une ligne de code, d'un paramètre mal calibré, d'un visage mal interprété, pour qu'une vie disparaisse comme une erreur dans un fichier. La reconnaissance faciale identifie, l'IA prédictive désigne et les drones autonomes exécutent. À ce stade, il ne manque qu'une chose pour que le système soit complet. La capacité de détruire une vie sans toucher au corps. Plus besoin de faire disparaître les gens. Le meurtre social suffit. Le social scoring et les listes noires automatisées, c'est la première arme au monde capable de vous tuer sans vous toucher, simplement en vous retirant l'accès à ce qui fait d'une vie une vie normale. À l'origine, pourtant, tout cela n'avait rien d'inquiétant. Le scoring social n'était qu'une extension numérique de l'administration. Mieux allouer des prêts, détecter des fraudes plus vite, fluidifier la relation entre le citoyen et les institutions. Une note pour dire qui paie à l'heure, qui remplit ses démarches, qui respecte les règles. Un outil froid, bureaucratique, pensé pour aider, pas pour punir. Puis lentement, les données supplémentaires se sont ajoutées. Une caméra devant un magasin, une géolocalisation dans un téléphone, une transaction bancaire, un commentaire sur les réseaux sociaux, un ami mal noté. Rien de grave, pris séparément. Mais mis ensemble, ces fragments sont devenus un portrait comportemental. Et ce portrait, une fois automatisé, s'est transformé en jugement. En Chine, le système a pris une ampleur que personne n'avait anticipée. Plus de 30 millions de citoyens ont été interdits d'avion ou de train longue distance pour un score trop bas. Certains se sont vus refuser l'accès à un hôtel. D'autres ne pouvaient plus scolariser leurs enfants dans certaines écoles. Plus votre score baisse, plus votre vie se rétrécit. Vous ne perdez pas de liberté, vous les perdez toutes, une par une, automatiquement. Des habitants racontent avoir découvert qu'ils étaient non recommandés au moment de prendre un billet. Pas de garde, pas d'interrogation, pas de raison. Juste un message sur un écran, transaction impossible, et ce simple message transforme un citoyen en paria numérique. Vous êtes toujours vivant, mais vous êtes déjà exclu.
Et pourtant, dans cette machine se déployait un autre système grandissant dans l'ombre, les listes noires automatisées. Elles existaient d'abord dans les banques pour empêcher les mauvais payeurs de retenter leur chance. Mais comme tous les systèmes efficaces, elles se sont étendues. Transport, emploi, santé, logement, assurance, sécurité intérieure. Chaque secteur a créé sa propre liste, et chaque liste a commencé à se mêler aux autres. Aux États-Unis, des citoyens ont été placés sur la no-fly list pour une simple homonymie. Certains n'ont jamais compris ce qui leur a été reproché. Aucun procès, aucune accusation formelle, juste un nom ressemblant au mauvais nom et une vie entièrement bloquée par une case mal cochée. Dans d'autres pays, des milliers de travailleurs ont été automatiquement bannis du secteur entier parce qu'un algorithme les a classés à risque, après une erreur administrative. Il existe des cas documentés où deux personnes ont perdu leur compte bancaire du jour au lendemain parce qu'un système antifraude automatisé les a confondus avec un profil suspect. Pas d'appel, pas d'humain derrière le bureau, juste un mail, compte clôturé. Et sans compte, pas de salaire, pas de loyer, pas de nourriture. Le scoring social punit les comportements, les listes noires effacent les individus. Et quand ces deux systèmes s'entremêlent, ils créent une forme de mort propre, une mort sociale. Imaginez, un carnet capable d'effacer un nom, mais seulement dans les bases de données, sans laisser de cadavres. C'est exactement ce qu'on a construit. Les reconnaissances faciales identifient, l'IA prédictive désigne, les drones autonomes exécutent, mais le scoring social, lui, fait pire. Il prive l'individu de tout ce qui lui permet de vivre dans une société moderne. Une exécution sans mort, une disparition sans tombe, un effacement sans trace. Le Death Note n'aurait jamais imaginé une arme aussi propre. Alors on l'a vu, le Death Note dans l'image d'un état pourrait devenir l'arme absolue. Choisir qui vit, qui disparaît, qui dérange, qui doit être effacé. Un outil capable de tuer à distance, sans procès, sans trace, sans responsabilité. Un pouvoir total, sans contrepoids. Mais ce qui rend l'idée terrifiante, ce n'est qu'elle n'a même pas besoin d'exister pour être réelle. Parce que les technologies qu'on vient d'énumérer accomplissent déjà, chacune à leur manière, une partie du carnet noir. La reconnaissance faciale permet d'identifier n'importe qui, instantanément, partout, à chaque seconde. L'IA prédictive peut désigner des coupables avant même qu'un crime n'existe. Les drones autonomes peuvent exécuter sans ordre, sans remords, sans témoin. Et le scoring social, couplé aux listes noires automatisées, peut détruire une vie entière sans jamais toucher un corps. Pas besoin de tuer les gens, il suffit de les exclure du système. Un simple carnet aurait été presque rassurant à côté de ça. Parce qu'un carnet, ça se brûle. Une technologie, elle, s'installe, se propage, se perfectionne. Elle tue plus vite, elle punit plus longtemps, elle efface plus proprement, elle laisse moins de traces, et surtout, elle peut fonctionner sans que personne ne s'en rende compte. Alors la vraie question, ce n'est pas « et si le Death Note existait ?» La vraie question, c'est « pourquoi est-ce qu'on vit dans un monde qui s'en rapproche un peu plus chaque année, sans jamais vraiment s'en inquiéter ?» Comprendre, c'est voir autrement.